de remarquer que c'est la vie définie de lui-même dans une forme de générosité. Il a envie de partager le maximum, de passer de la paupérisation de la décroissance aux dispositions, justement, pour améliorer cette perception. Quelles sont les dispositions que l'État devra développer? De quoi parle-t-on et de qui parle-t-on? Quelles sont ces attitudes qui doivent être développées? Mais beaucoup la catégorisation que vous avez proposée, le fragile, le dépassé, et je pense que tous les experts, tous les seniors que nous avons dans cette salle, ils sont dans la catégorie experts et qui ont envie de prolonger leur contribution à la fois économique et sociale. Et je pense que par rapport à la première recommandation que vous avez citée, celle de développer de la recherche, je pense que la quatrième édition scientifique de la CNMR s'inscrit parfaitement dans ce cadre de recherche pour produire à la fois des outils et des process. En tous les cas, merci beaucoup. Et ce qui est extrêmement sympathique, c'est que tu prends une perche pour sur la partie emploi. La question que vous avez soulevée, c'est la AB, c'est est-ce qu'il y a comment est-ce qu'on va favoriser donc, justement une insertion des seniors? Si Martin, tu as une présentation peut-être à faire, alors il y a une présentation des seniors. Bonjour tout le monde. En fait, je voudrais au début commencer par remercier la CNR d'avoir proclamé ce thème vraiment d'actualité et qui le sera de plus en plus. Certes, on est en décalage par rapport à beaucoup de pays compte tenu de la structure démographique de notre pays. Et on va y arriver et ça sera continu, un sujet d'actualité. C'est aussi un plaisir pour moi de retrouver beaucoup d'amis dans cette salle, beaucoup de spécialistes en la matière, et ça permettra vraiment un échange assez fructueux. En écoutant les différentes interventions, avant de parler du travail, il y a peut-être deux aspects qui émergent. Le premier aspect est lié à cette question, je dirais, de stéréotypes, de stigmatisation des seniors. Et cette question, je dirais, aussi de cohabitation entre les générations. Et je serais même tenté par demander à mon ami Ammar Sarochni, au nom de la protection des données, de bannir l'information sur l'âge et la date de naissance. Moi, je ne comprends pas pourquoi on demande l'âge ou la date de naissance quand on est dans un hôtel, quand on voudrait renseigner le formulaire. Il y a des expériences à méditer en ce sens assez rare. Au Canada, par exemple, où on n'a pas le droit de demander l'âge à une personne, je dirais, en milieu professionnel. Bon, je sais que ça ne réglera pas le problème, mais cette question de stigmatisation et cette question de stéréotype fait partie, je dirais, des aspects à régler. Et là, je lance à nos amis du monde de la recherche et de l'université pour se pencher sur cette question-là, sur le plan social et sociétal, et voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces questions-là. J'ai appelé mon intervention vieillir actif. Et dans le terme actif, pour moi, il n'y a pas que le salariat, ça, vous pouvez le comprendre. Et tout simplement pour trois raisons. Pourquoi vieillir actif? Premièrement, parce qu'en termes d'espérance de vie, on vit plus longtemps aujourd'hui. Au Maroc, on est passé de 47 ans à 77 ans, donc on a gagné 30 ans. Il fut un temps où les gens, après le départ à l'âge de retraite, ne vivaient pas longtemps. Très souvent, il y avait des personnes qui, juste après le départ à l'âge de la retraite, décédaient. Aujourd'hui, il y a quand même 30 ans. Enfin, il y a au moins 17 ans plutôt à gérer. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que, je ne sais pas si on doit réviser l'échelle de Maslow, mais l'apogée je dirais, de l'accomplissement, c'est de se sentir utile. Il n'y a pas mauvais que le sentiment de ne pas se sentir utile. Et d'ailleurs, sur le plan social, il y a beaucoup de proverbes à ce niveau-là. Cette personne ne sert à rien, et ça, c'est important. Quand on est dans ce sentiment de ne pas se sentir utile pour la communauté, c'est dur.
Et puis, la troisième chose, c'est que on a beaucoup de choses à transférer. On a beaucoup de choses à transférer. Sûrement, vous qui êtes universitaire, vous êtes au courant de ce livre-là, dans les tomes. Un jour, un professeur a posé la question à ses étudiants, quelles sont les terres les plus riches au monde? Bien sûr, les réponses se sont orientées vers les terres du Golfe, qui sont riches de pétrole, vers les terres de l'Afrique, qui sont riches de minerais. La réponse était tout simplement les cimetières. C'est là où on a les plus grandes richesses et c'est là où on a le plus grand niveau et volume d'expertise, de savoir et d'expérience. Et son livre est intitulé Mourir vite, Die Empty. Pourquoi? Parce que des personnes douées, expérimentées dans plusieurs domaines sont parties avant de transmettre leur savoir et expérience. Et ceci peut se faire de plusieurs façons. On peut partager son expérience de travail avec les autres, conseiller, éduquer, aider les personnes ayant besoin d'une aide, participer au travail bénévole. Ça, je vais faire l'économie de tout cela. Bien sûr, d'ici 2030, une personne sur 6 sera âgée de plus de 60 ans, ce qui va avoir un impact assez important et des répercussions sur aussi bien au niveau social que sociétal. Et comme ça vient d'être dit par Heidi. Ah. Très bien. Bon, la même chose par rapport au taux d'activité. Il y a 4 points déjà de taux d'activité qui ont été gagnés entre 1990 et 2030. Le cas du Maroc, on n'échappe pas, je dirais, à cette tendance, puisqu'il y aura une évolution de 42% de la population active. Maintenant, par rapport à l'emploi salarié, oui, parce que c'est pas fait son passé. Quels sont les facteurs qui conditionnent le prolongement du travail salarié? Premièrement, bien sûr, c'est l'état de santé des travailleurs. Le deuxième facteur, ce sont les conditions de travail. Le troisième facteur, c'est l'obsolescence ou pas des compétences, le type d'emploi, la situation financière et le niveau de productivité. Par rapport au salariat, il y a un dilemme, bien sûr, aujourd'hui auquel il va falloir faire face. C'est cette question d'emploi des jeunes et d'équilibre des régimes de retraite. On est partagé entre la réduction du chômage des jeunes et on est tenté par dire le fait qu'un senior occupe toujours un emploi, ça fait une opportunité de moins pour un jeune. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas confirmé compte tenu des expériences et de l'expertise de chacun. Et parfois, perdre un senior, ça pourrait carrément, je dirais, déséquilibrer l'organisation d'une structure. Ou bien créer les conditions pour la participation des aînés pour pouvoir financer les caisses de retraite. Je dirais que cette question-là ne se pose pas de la même façon dans tous les pays. Au Japon, en Allemagne, dans les pays nordiques, en Hollande, c'est un peu les exemples qui ont été cités tout à l'heure. Il n'y a pas de problème dans la mesure où aujourd'hui la pyramide d'âge n'est pas favorable aux jeunes. Au contraire, on cherche à faire travailler les seniors le plus longtemps possible. C'est le cas du Japon. Donc c'est un pays qui est même en voie d'extinction puisque les tendances donnent une perte de pratiquement 30 millions entre 2010 et 2030 de Japonais. Ce qui fait aujourd'hui, c'est le pays qui est le plus avancé en termes de recherche, en termes de technologie pour permettre aux aînés et aux seniors de travailler le plus longtemps possible. Tout ça a permis de développer ce qu'on
appelle les maisons intelligentes pour permettre aux personnes de vivre avec le moins d'efforts, des chaises roulantes. Vraiment, moi j'ai eu l'occasion de visiter le Japon plusieurs fois. J'ai assisté à des séminaires sur cette question-là où la technologie a carrément bouleversé les choses. Vous avez des personnes d'un certain âge assez avancé sur une chaise roulante qui est complètement équipée en technologie et ça permet aux gens de continuer à vivre correctement, à être même actifs. On peut rester, si le salariat pose problème par rapport, je dirais, peut-être à l'entrée sur le marché du travail des jeunes et interpelle, même si la réponse exacte, et là aussi le monde universitaire est interpellé pour répondre à cette question. Est-ce que vraiment ça fait des emplois de moins pour les jeunes? C'est pas confirmé. De toute façon, cette question, je dirais, d'emploi, toutes les recherches sur les projections en termes de postes d'emploi donnent des destructions d'emplois dans l'avenir. Ces destructions sont comprises entre 20 et 50% pour les plus pessimistes. Autrement dit, on va être dans un monde où il y aura plus de création de richesses, mais moins d'emplois classiques. Et ça, c'est une réflexion à mener. On sera capable, si on est dans un système de redistribution qui est équitable et qui est juste, de donner à chacun de quoi vivre. Maintenant, l'emploi, c'est autre chose. Bon, le Maroc aussi s'est engagé dans cette voie. Le gouvernement a décidé de donner aux plus de 65 ans, d'ici 2026, au moins 1000 dirhams. C'est un grand pas. On est déjà, je dirais, dans cet état d'esprit. À partir de l'année prochaine, 400 dirhams, et d'ici 2026, 1000 dirhams. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même, je dirais, un filet de protection sociale. Et là, effectivement, il va falloir réfléchir à d'autres voies pour permettre à chacun de contribuer et d'être utile pour la communauté au-delà, je dirais, du revenu. C'est un peu tous les emplois sur les services à la personne, à la famille, à la communauté. Et ça, c'est un pied au Maroc qu'on n'arrive pas encore à faire bouger pour contribuer à l'économie. Les activités sportives et culturelles, c'est une niche d'emploi. Et d'ailleurs, on va réaliser plusieurs objectifs à la fois. On va permettre aux jeunes de s'épanouir, de s'éloigner, je dirais, de tout ce qui est marginalisation et tout ce qui est, je dirais, carrément drogue ou autre chose. La culture, ce qui va de toutes les façons différencier l'être humain de l'androïde demain, il va prendre de plus en plus la place de l'homme. À tel point qu'on est déjà en train de parler du partage du salaire entre le robot et l'être humain. Ça va être la culture. Et puis, il y a d'autres, c'est le développement durable. Et à ce niveau-là, il va falloir être assez imaginatif. Bien sûr, on peut rester actif à travers la création de l'entreprise. Les seniors ont plus d'expérience, être auto-entrepreneur. Aujourd'hui, c'est un statut au Maroc qui est assez intéressant avec une couverture sociale qui vient d'être lancée. Le décret vient d'être adopté. Du mécénat, de l'intérim, et j'en passe. Au Maroc, il y a quand même pas mal de mesures qui ont été adoptées. Il y a le maintien en service pour le travail salarié, et c'est une procédure qui est très simple. Maintenant, le principe aujourd'hui, c'est que la demande doit être faite par l'employeur. Je peux vous dire qu'au ministère chargé de l'emploi, on n'a jamais rejeté de demande. Jusqu'à 65 ans, c'est l'accord automatique. On commence à se poser des questions au-delà de 65 ans pour tenir compte de deux critères. L'importance de la personne au niveau de l'entreprise et puis le revenu. Si le revenu est bas, on en tient compte pour donner l'accord. Mais jusqu'à 65 ans, c'est de l'automatique. C'est pas grand-chose. On est à quelques centaines par an, on est à 300, 400 par an. Mais c'est pas, il n'y a pas de formalité assez j'allais dire, c'est très simple. Non, il n'y a pas de formalité. Je peux vous montrer. Il n'y a pas. C'est sur le portail. Là, ça va pas être très simple. Si Jamal était ministre, non, on a encore simplifié. C'est le nombre de documents, je ne dis pas. Enfin,
leurs documents. Aujourd'hui, de toute façon, tout est digitalisé. C'est très bien. Le deuxième mécanisme, c'est la législation des travailleurs non salariés, aujourd'hui, qui est très intéressante. D'ici, je dirais, 2025, suite au lancement du chantier royal de la généralisation de la protection sociale, il y a, je dirais, de choses qui vont permettre aux personnes de continuer à travailler avec un certain nombre d'avantages. Et puis, il y a le volontariat contractuel. Pour l'emploi salarié, comme je l'ai dit, c'est une simple demande de l'employeur et généralement, dans tous les cas, on donne l'accord. On commence à avoir de prêts à partir de 65 ans. Maintenant, pour la législation des travailleurs non salariés, puisque c'est le mode de travail qui peut convenir le plus aux seniors, il y a beaucoup d'avantages. Premièrement, il y a un régime à cotisation défini, des droits exprimés en points liés à l'effort de la contribution. Deuxièmement, l'âge légal de départ à la retraite est de 65 ans. Il peut être avancé à 60 ans et il peut être, je dirais, décalé jusqu'à 75 ans. La troisième chose, c'est qu'on peut aller vers des cotisations exceptionnelles. Si on gagne plus, par exemple, quelqu'un qui gagne un mois ou une année plus, il peut cotiser plus et épargner plus. Et surtout, l'intérêt pour ce régime-là, c'est qu'on peut cumuler la pension tout en continuant à exercer une activité et continuer à, je dirais, à constituer des droits supplémentaires. Le dernier avantage, c'est qu'il y a une coordination avec l'ensemble des régimes. On peut coordonner avec la CMR, la CI, je dirais, le RCAR et la CNSS. Le volontariat contractuel, sûrement vous êtes au courant, il y a une loi qui vient d'être adoptée en juillet dernier et qui permet effectivement de structurer cette question de volontariat pour les personnes qui voudraient être utiles, qui voudraient contribuer dans plusieurs domaines. Ça peut être l'éducation, ça peut être la sensibilisation, ça peut être la défense d'un certain je dirais, nombre de sujets, comme ça peut être le développement durable. Et là, aujourd'hui, c'est assez cadré par une loi qui encadre tout ça. Quelques exemples. La Finlande est un pays qui a lancé quand même une approche intéressante dans la mesure où on anticipe. Il y a un système d'anticipation. Avant que les personnes arrivent à l'âge de départ à la retraite, on anticipe toutes les questions, je dirais, de mise à jour des connaissances, de renforcement de capacités, de formation et de préparation de meilleures conditions de travail. Et le Canada aussi a mis en place un programme qui est assez intéressant avec des financements, des projets au profit des structures et des organisations qui encouragent les seniors à contribuer à, je dirais, à appuyer la collectivité ou avoir plutôt un rôle au niveau de leur collectivité. Je terminerai quand même pour le cas du Maroc par les 5 mesures qui devraient être prises en charge pour permettre le maintien en activité des seniors. Premièrement, il va falloir asseoir un véritable système de formation tout au long de la vie. On a besoin de se former, de se perfectionner, d'adapter ses compétences, que ça soit sur le plan, je dirais, approche, sur le plan mode, sur le plan pédagogique ou sur le plan contenu. Bien sûr, il y a une loi sur la formation d'emploi qu'il va falloir mettre en œuvre en tenant compte de deux, je dirais, objectifs. L'employeur voudrait que le salarié soit formé sur des choses utiles directement pour l'entreprise. Maintenant, il y a aussi un objectif chez le salarié d'évolution, peut-être de spécialisation ou même de reconversion. Il va falloir concilier entre les deux. Bien sûr, il va falloir développer un système de santé adapté aux personnes âgées.
la technologie, la prévention, tout ce qu'on peut mettre à ce niveau-là. Troisièmement, il va falloir mettre en place des mesures incitatives à l'activité des personnes âgées. Certes, aujourd'hui, notre grand souci au Maroc, c'est l'insertion des jeunes. C'est pour cela que l'ensemble des programmes incitatifs à l'emploi sont orientés vers les jeunes. Les autres pays qui commencent déjà à connaître, je dirais, un système d'inversion, des nœuds d'inversion de la pyramide, on met en place des mesures incitatives et c'est plus difficile de réinsérer quelqu'un qui a perdu son emploi que d'insérer un jeune. On est en train d'y réfléchir, il va falloir être assez actif à ce niveau-là. Quatrièmement, il va falloir réaliser des activités visant à la cohabitation intergénération. J'avais eu l'occasion d'assister au Japon à des ateliers à ce niveau-là où à travers, je dirais, des jeux de rôle, des exercices, on essaie de favoriser cette cohabitation entre les jeunes et les seniors au niveau des entreprises, à travers des ateliers, parce que c'est un sujet, c'est un problème. C'est un problème de faire cohabiter les deux générations. Et dernier point, il va falloir aussi se lancer dans l'adaptation des postes de travail. Aujourd'hui, il y a le travail à distance, il y a le travail à mi-temps, il y a il y a plusieurs formes de travail, mais même le poste de travail, il va falloir réfléchir à l'adapter. Bien sûr, je terminerai par dire que pour les prochaines décennies, les deux types de politiques qui seront très sollicités, il va falloir faire preuve d'imagination. Ce sont les politiques relatives à l'activité des seniors et celles relatives aux assurances sociales. Et je vous remercie.